Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis quelque temps, les médias français accusent le Tchad d'ingérence dans les affaires centrafricaines. Une situation qui a suscité une relative tension entre les deux pays. C'est pour clarifier cette situation que le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, a reçu cette semaine le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, M. Ngon Baba Laurent. L'émissaire centrafricain était porteur d'un message du président Faustin Archange Touadéra. Cette rencontre va-t-elle permettre de rétablir un climat de sérénité et de confiance entre le Tchad et la Centrafrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le docteur Bertrand Tatinda qui est sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Et ce matin, nous parlons de la République centrafricaine avec les victoires engrangées par les forces armées centrafricaines, les FACA, avec à leur côté les Russes, les Rwandais, la MINUSCA et bien sûr les forces régionales là également. Et bien plusieurs villes déjà sont désormais sous le contrôle de l'armée régulière. Voilà donc qui nous permettra d'essayer de comprendre ce changement de stratégie qui vise à aller en offensive, bien sûr. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec l'un de nos plus fidèles invités, l'un de nos plus fidèles panélistes, bien sûr. Il s'agit du panafricaniste Bertrand Tatinda qui est avec nous ce matin. Bonjour Bertrand Tatinda. Bonjour Bachir, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là et surtout que le sujet est d'une importance vitale. On suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en République centrafricaine. Oui. Les nouvelles sont intéressantes. On a suivi aussi avec beaucoup d'intérêt la dernière réunion du Conseil de sécurité. Oui. Éventuellement, cette offensive diplomatique dont vous en parlez dans un instant avec le Tchad et beaucoup d'autres pays. Merci de m'avoir invité. Allez, tout l'honneur il est pour nous. Je rappelle que vous nous avez promis d'être là, quel que soit ce qu'il y a, puisque nous parlons de la RCA, ce pays que vous aimez tant. Bertrand Tatinda, justement, avant de rentrer pleinement dans notre débat, on va planter le décor. Je vous proposais de prendre un reportage de nos confrères de la presse présidentielle tchadienne. Il s'agit de la visite justement de l'émissaire du président Faustin Archange Touadéra au Tchad, reçu en audience par le maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Pas de bruit entre le Tchad et la RCA, moins encore entre le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et son homologue, professeur Faustin Archange Touadéra. Les deux chefs d'État se concertent régulièrement sur des sujets d'intérêt bilatéral, régional et international. La preuve irréfutable est ce déplacement en N'Djamena d'Ngon Baba Laurent, président de l'Assemblée nationale centrafricaine, porteur d'un message de son président à son homologue, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Si le contenu du message reste privé, le maréchal du Tchad, entouré pour la circonstance du président de l'Assemblée nationale tchadienne, Dr Haroun Kabadi, du ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Amin Abbasidik, du directeur de cabinet civil, Aziz Mamad Saleh, et du conseiller diplomatique, Achek Ibn Oumar, pour ne citer que cela, a mis à profit cette audience pour aborder avec la délégation centrafricaine plusieurs sujets, dont la question sécuritaire en République centrafricaine. Le Tchad et la Centrafrique restent et demeurent des alliés indéfectibles dans toutes les épreuves. Le président de l'Assemblée nationale centrafricaine dément tous les propos des esprits tordus qui cherchent par tous les moyens à ternir les bonnes relations entre le Tchad et la Centrafrique. Le Tchad et la République centrafricaine ont des ennemis communs, il faut le dire. Des ennemis de la paix. Et au moment justement où la République centrafricaine traverse la crise, au moment où nous avons besoin en République centrafricaine des frères et des sœurs pour apporter le soutien nécessaire en vue de faire face à cette crise, il y a malheureusement certaines voix qui s'élèvent au profit des groupes armés. Au profit des groupes armés, ceci pour créer des conflits entre la République centrafricaine et le Tchad, surtout entre les deux chefs d'État, les deux gouvernants. Vous savez, en République centrafricaine, nous reconnaissons la place de nos frères et de nos sœurs tchadiens. Vous savez, pour des raisons historiques, culturelles, que le peuple frère centrafricain et le peuple tchadien sont identiques. Ils sont identiques, ces deux peuples. Et donc, à de pareilles occasions,
il y a des ennemis qui profitent pour créer la zizanie et surtout les détracteurs des pouvoirs. Le Tchad et la RCA ont un destin commun et des défis communs, notamment sécuritaires, a insisté Ngonbaba Laurent, qui invite Tchadiens et Centrafricains à se resserrer les rangs derrière les deux chefs d'État pour conjurer le péril terroriste qui sape les efforts de développement enclenchés au Tchad et en RCA sous l'égide de ces deux chefs d'État. Vous avez aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, certains acteurs qui veulent compromettre les relations entre les deux États et qui font passer des images ou des vocaux dans les réseaux sociaux afin de mettre en difficulté le président Faustin Archange Touadéra, qu'il y aurait des mésententes entre lui et le maréchal du Tchad ou entre le peuple tchadien et le peuple centrafricain. Je suis le président de l'Assemblée nationale et au nom du peuple centrafricain que je représente légitimement, nous n'avons aucun intérêt à compromettre nos relations. Au contraire, nous avons besoin du Tchad dans la situation actuelle où nous nous trouvons. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel aux sœurs et frères tchadiens, soyons unis. Les propos du président de l'Assemblée nationale centrafricaine et les échanges épistolaires entre le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et le professeur Faustin Archange Touadéra sont des cinglants démentis à ceux qui voient partout l'ombre du Tchad dans les soubresauts que connaît la République centrafricaine. Voilà, merci pour ces éléments. Bertrand Tachinda, un commentaire peut-être sur ce qui a pu se dire ces derniers jours concernant les relations entre la RCA et le Tchad, l'implication ou non du Tchad dans ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine. Alors, commençons par le software et la voie diplomatique qui est en train de se mettre en place. Mais disons que c'est une rencontre qui nous fait plaisir. Oui. C'est-à-dire, on a souhaité cette rencontre parce qu'effectivement, il s'est dit beaucoup de choses. Mais la question était simple. Qui a intérêt à ce que véritablement il y ait, comment je vais dire, que des bisbilles entre la République centrafricaine et le Tchad? Ah, la principale question, c'est ça. Ouais. C'est de savoir qui a intérêt à ce qu'il y ait des brouilles entre la ces deux. La réponse est relativement simple. Oui. C'est-à-dire que les rebelles n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix en Centrafrique. La rébellion est toute, comment je vais dire, que cette coalition, comment je vais dire, que de mal, n'a pas voulu qu'il y ait les élections présidentielles. C'est-à-dire que tous ceux qui ont apporté le soutien, comment je vais dire, à cette rébellion, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une paix entre le Tchad et la République centrafricaine. Donc, on peut déjà se dire qu'il faut chercher, en grande partie, du côté de ceux qui apportent leur soutien à la rébellion. Oui. Ça amène une autre question. Oui. Qui soutient donc la rébellion? Eh bien, là, c'est relativement simple. Monsieur Bozizé a fédéré un certain nombre de groupes rebelles. Oui. Donc, on peut dire que les liaisons d'amitié militaires, mafieuses qui amènent à M. Bozizé sont les mêmes qui soutiennent la rébellion. La deuxième des choses, on peut se dire que les patrons des groupes rebelles, vous savez qu'un certain nombre de groupes rebelles se sont retirés de l'accord de paix de Khartoum. Oui. Moi, j'avais mis en quelque sorte, j'avais été dubitatif sur l'accord de Khartoum. Mais l'accord de Khartoum, c'était un accord d'abord politique au-delà d'être un accord de paix. Parce que le président Touadéra, il fallait tout essayer. Il est chef d'État et c'est normal. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait aller à des élections apaisées. C'est-à-dire que la date devait se tenir, il fallait tendre la main. Il a tendu de la main. Mais à partir de là, certains groupes rebelles se sont engagés dans cet accord de paix et se sont retractés. Donc, on peut dire aussi qu'ils ont véritablement intérêt à créer des bisbilles. Je vais même plus loin. Est-ce que dans cette situation-là, on n'a pas mis à profit certains enfants tchadiens? C'est-à-dire que, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, il n'y a pratiquement pas de frontière entre le Tchad et la Centrafrique. C'est le même peuple. C'est un peu comme chez nous les Fangs. Ben, vous avez les Fangs, comment je vais dire, dans la vallée du Nthème, dans la Villa. Vous avez les Fangs, en quelque sorte, au nord du Gabon. Vous avez les Fangs en Guinée équatoriale. C'est le même peuple. Ils ont la même culture. Ils parlent pareil. Ils ont le même faciès. Donc, dans cette histoire-ci, on a pu
engager des enfants tchadiens qui se retrouvaient relativement en Centrafrique, mais qui ne répondent pas, comment je vais dire, que dont les ordres ne sont pas donnés, on va dire, depuis la présidence ou bien depuis le gouvernement tchadien. Comme moi aussi, je peux dire, qui peut jurer la main sur le cœur qu'il n'y ait pas d'enfants camerounais engagés dans Boko Haram? Qui peut le jurer la main sur le cœur? Est-ce que c'est une volonté du gouvernement camerounais de déstabiliser la sous-région en y engageant les Camerounais? Non. Donc on peut donc dire que, effectivement, on a pu retrouver quelques égarés enfants tchadiens embarqués dans cette histoire. Et quand on a attrapé un certain nombre de responsables de la rébellion, quand on a attrapé un certain nombre de ces enfants soldats criminels, ben ils ont parlé. Et c'est là qu'est venue la déstabilisation. Et c'est là qu'est venu ce qu'on appelle les voices et comment je vais dire les voices sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a fait comprendre aux gens que les interrogations de ces enfants, de ces voyous, de ces délinquants, mettaient en cause un certain nombre de responsables tchadiens. C'est de ça que parle le président de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez donc que, effectivement, ces interrogations-là, ces enfants-là, ces voyous, ces criminels pouvaient, c'est-à-dire qu'à leur compte défendant, impliquer le Tchad parce qu'ils ont intérêt à ce que la sous-région soit relativement à feu et à sang. Ça amène une autre question, Bachir. Laquelle? Qui avait intérêt à ce qu'un interrogatoire, comment je veux dire, les responsables sécuritaires de la République centrafricaine se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et là, il faut faire attention, parce que dans une situation comme celle-là, on peut avoir des éléments infiltrés. Moi, je ne vois pas comment est-ce que des interrogatoires, des responsables sécuritaires, dans une situation de crise, je rappelle que le président a quand même mis la République centrafricaine sous couvre-feu pendant 2 semaines. Question véritablement de stabiliser en quelque sorte la situation militaire. Mais on est monté finalement à l'état d'urgence. À l'état d'urgence. Comment se fait-il qu'un certain nombre de voix se retrouvent sur les réseaux sociaux? Encore faut-il véritablement être sûr de l'origine de ces histoires. Donc, c'est tout ça qui a amené le président Touadéra à avoir cette action diplomatique forte, d'envoyer le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas n'importe qui en République centrafricaine, de rencontrer le président Déby Itno. Vous pouvez voir à l'image qu'il n'a pas été reçu par le secrétaire général, en quelque sorte, des services de la présidence tchadienne. Il a été reçu par le président Idriss Déby Itno. Il avait un courrier, un pli fermé d'ailleurs. Un pli fermé, accompagné de son staff. Je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais il faut dire, Bachir, que moi, je mets cette rencontre aussi en connexion avec la dernière rencontre au Conseil de sécurité. D'accord. Parce qu'au Conseil de sécurité, j'avoue que j'ai été assez embêté. La réunion s'est bien tenue. Le Conseil de sécurité a pris acte de la victoire du président Touadéra. Il a été internationalement reconnu. D'ailleurs, il a été dit que l'élection s'est relativement bien passée. Il y a eu des dysfonctionnements. Mais je ne suis pas convaincu que tous les pays, en fait, du Conseil de sécurité ont joué franc jeu. Je ne suis pas convaincu. Alors, pour les cinq permanents, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, ils ont voté contre la levée de l'embargo sur la RCA. La Russie et la Chine ont voté pour, et chacun avait ses raisons. La France, par exemple, note que l'embargo sur les armes ne peut être levé tant que le gouvernement n'a pas démontré sa capacité à contrôler le flux illicite d'armes. Ben oui, et ça répond tout de suite à votre question. Qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix en République centrafricaine? Qui a intérêt à ce que le Tchad et la République centrafricaine ne se portent pas bien? Qui a intérêt à maintenir un climat, comment je vais dire, de terreur en République centrafricaine? Qui a intérêt à faire un chantage diplomatique, militaire, économique à la République centrafricaine? Voilà à quoi ça répond. Donc, cette rencontre diplomatique est la suite et la conséquence de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité. Où au Conseil de sécurité, on n'a pas vu, en quelque sorte, les gens parler d'une même voix. On n'a pas vu tous les acteurs du Conseil de sécurité vouloir une véritable paix. Et est-ce que vous avez suivi le plaidoirie de la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine? Elle a été extraordinaire. Elle a expliqué la situation. Elle a expliqué même la situation politique. Elle a expliqué la situation sécuritaire. Elle a expliqué pourquoi il fallait lever en quelque sorte l'embargo sur les armes. Elle va aller plus loin. Elle va parler en fait de l'enjeu sécuritaire pour la CEAC, pour tous les pays de la sous-région. Mais à partir de là, et elle a porté un certain nombre d'éléments. Comment des pays peuvent expliquer que le gouvernement centrafricain n'a pas démontré sa capacité, comment je vais dire, à pouvoir maintenir la paix? Et c'est là où on peut se poser la question sur un certain nombre de connexions. Donc, faut-il dire le président Bozizé sont bien élevés? Oui.
Appelons-le le président Bozizé pour être bien élevé ce matin. Ben, il a un certain nombre de connexions avec un certain nombre, comment je vais dire, que de puissances étrangères. Donc là, moi, je ne serais pas surpris que effectivement ce balai diplomatique se poursuive. Alors, les États-Unis, quant à eux, ils demandent une évaluation complète par le gouvernement de la RCA de, je cite, ce qui a mal tourné, fin de citation, en termes de sécurisation des élections, de protection des civils et d'exécution des tâches administratives clés. Les États-Unis partagent par ailleurs leurs préoccupations concernant la levée de l'embargo. Nous sommes très déçus par les États-Unis. Pourquoi, Bachir? Parce que l'accord de paix, tous ces pays qui parlent là ont soutenu l'accord de paix. Ont soutenu l'accord de paix de Khartoum. Et l'accord de paix de Khartoum était très contraignant pour le président, en quelque sorte, le président Touadéra. Oui. Mais il l'a accepté comme ça. L'accord de paix, même à la limite, brimait la souveraineté en quelque sorte de la République centrafricaine. Lui, il est chef d'État, il a été élu. Donc un accord, fût-il un accord de paix, ne peut pas à la limite venir gouverner la République centrafricaine à sa place. Donc il a accepté. Il a tout accepté pour l'accord. Et c'est ça, Bachir, le problème de ce que nous appelons les accords de paix. Parce que dans tout ça, ça revient à quoi? Ça revient à dire que les acteurs des groupes rebelles, en quelque sorte, les patrons de groupes rebelles sont des acteurs politiques, je l'ai déjà dit. Oui. Et ça commence à devenir relativement inacceptable. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire pression sur le président Touadéra pour que, éventuellement, pour donner un nouvel élan à sa victoire, il risque de partir peut-être sur un nouveau gouvernement ou bien sur un remaniement ministériel pour donner un nouvel élan. C'est une façon de faire pression, de faire intégrer, comment je vais dire, que les patrons des groupes rebelles. C'est toujours pour nous imposer ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Oui. Parce que quand ils sont sortis de l'accord de paix, au préalable qu'ils avaient accepté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué des villes. À 1 semaine, 2 semaines de la tenue des élections, la rébellion va attaquer un certain nombre de villes en République centrafricaine. Où était Washington? Où était Paris? Ils ne voulaient absolument pas que les élections se tiennent. Si les élections ne s'étaient pas tenues, dans quelle situation juridique serait la Centrafrique? La constitution centrafricaine était entre guillemets muette là-dessus. Il fallait que les élections se tiennent à date. Et si elles ne s'étaient pas tenues, ils auraient expliqué que le gouvernement ne démontre pas sa capacité à tenir les élections à date, dont le gouvernement ne peut plus parler de légitimité. Et ils auraient appelé à une transition en Centrafrique avec un certain nombre d'acteurs, donc comment je vais dire qu'un certain nombre de voyous. Voilà le piège dans lequel on embarquait la République centrafricaine. Or, la MINUSCA, les pays riverains, un certain nombre de partenaires avaient trouvé notamment, et la Russie, qu'il fallait que les élections se tiennent parce que sur le plan politique, rien n'empêchait les élections de se tenir. Vous avez vu la quasi-totalité. Le président Bozizé est même arrivé en République centrafricaine. Il y a déposé sa candidature. Donc, le processus qui a mené aux élections s'est tenu de façon la plus régulière que ce soit. D'où vient-il que Washington demande à la République centrafricaine, en quelque sorte, de démontrer sa capacité à maintenir la paix? C'est un peu comme si on demandait au président Touadéra, véritablement, d'agir par télépathie sur la rébellion pour que les rebelles, véritablement, soient en paix. Sans armes. Qu'on soit relativement... Je pas télépathie. J'aime bien l'expression. Qu'on soit relativement sérieux. Alors, restons toujours sur le volet diplomatique. Le Royaume-Uni, voici ce qu'il dit. Il rappelle que l'embargo sur les armes n'est pas conçu pour empêcher le gouvernement centrafricain d'acquérir les armes pour renforcer et reformer le secteur de la sécurité nationale. Là, je vois déjà une légère différence avec la position française. Mais c'est une position très ambiguë. Parce qu'effectivement, cette résolution qui, en quelque sorte, imposait l'embargo sur les armes en République centrafricaine, empêche de stocker les armes en République centrafricaine. Empêche de faire intervenir, comment je vais dire, que des armées en République centrafricaine. Paralyse la République centrafricaine. C'est-à-dire que permet uniquement à la MINUSCA d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Mais qu'est-ce que le pays fait? La MINUSCA ne peut pas devenir aujourd'hui une force de défense de la République centrafricaine. Les institutions d'un pays, comment je vais dire que, sont quand même assises sur, comment je vais dire que, l'armée nationale. C'est l'armée régulière qui sécurise les institutions d'un pays. Qu'est-ce qu'il faut donc dire? Il faut donc véritablement expliquer que le président Touadéra devra s'appuyer sur la MINUSCA. C'est-à-dire que la MINUSCA devienne, comment je vais dire, que la force régulière et l'armée de la République centrafricaine. Le Conseil de sécurité doit répondre à ces questions.
Et moi, je n'ai pas compris pourquoi véritablement il n'y a pas eu un lobbying aussi de l'Union africaine. Parce que sur les réunions du Conseil de sécurité, vous avez les pays de l'Union africaine qui sont des pays relativement solides. Je vous donne un exemple. Oui. Au sein de la MINUSCA, vous avez des éléments de l'armée égyptienne. Nous avons le maréchal Al-Sisi aujourd'hui qui est le président de l'Union africaine. Mais c'est quelqu'un de très respecté. Je veux même vous dire que c'est quelqu'un de très influent. Nous ne comprenons pas pourquoi véritablement on laisse à la République centrafricaine cette diplomatie, bien entendu qu'il mène avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup d'énergie, et on a l'impression que l'Union africaine ne s'y implique pas. Pourquoi? Parce que la République centrafricaine déstabilisée, ça devient un nid de déstabilisation pour tout le monde. Oui. Nous l'avons déjà dans le G5 Sahel. Nous avons ce nid de déstabilisation en quelque sorte au Mali. On ne peut pas l'accepter en République centrafricaine, sachant que dans l'Est de la RDC, il n'y a pas de paix. Donc, on ratifie, on nous explique qu'il faut mettre en place la ZLECA. Mais l'intérêt de mettre en place la ZLECA, c'est qu'on ait une Afrique au moins zone de en libre paix. échange, La zone de libre échange économique, qu'on ait une Afrique en paix. Donc, la Grande-Bretagne a une position relativement ambiguë. Question de dire véritablement que si le Conseil de sécurité a l'unanimité, ou bien si la balance penche pour une levée de l'embargo, je voterai la levée de l'embargo. Si la balance, pour l'instant, comme je dis, c'est équilibré entre la France et les États-Unis qui ne veulent pas la levée de l'embargo, eh bien, elle a une position relativement médiane et ne veut pas se prononcer. Et là, il faut poser une véritable question de qu'est-ce qu'on fait des FACA? Qu'est-ce qu'on fait des FACA? Comment le Conseil de sécurité conçoit les FACA? Est-ce que pour le Conseil de sécurité, les FACA sont... Comment je vais dire que l'armée régulière de République centrafricaine. Parce que quand vous regardez la réunion du Conseil de sécurité, pour le Conseil de sécurité, les FACA, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est un supplétif de la MINUSCA. Les FACA ne sont pas l'armée régulière de la République centrafricaine. Et ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème. Et c'est là où je suis en train de me dire que il faudra véritablement réformer l'ONU et se poser un certain nombre de questions. Oui. Il n'est pas question ici de violer les résolutions du Conseil de sécurité, mais il est question de questionner la pertinence des résolutions des conseils de sécurité. Pourquoi? Parce que ça devient une jurisprudence, Bachir. C'est-à-dire que si demain, le Tchad est attaqué par des rebelles, soutenus par la France, et que l'armée tchadienne décide d'aller véritablement au contact de ces rebelles, Bachir, pourquoi ces deux pays aujourd'hui qui ne veulent pas la levée de l'embargo ne mettraient pas en résolution au Conseil de sécurité une résolution en quelque sorte pour un embargo sur l'armée tchadienne au prétexte que attaquer la rébellion pourrait plonger le pays dans un bain de sang. Vous voyez en quelque sorte le vice de la chose, c'est-à-dire que d'utiliser le Conseil de sécurité, d'utiliser des raisons relativement fallacieuses pour faire voter un embargo sur les armes qui paralyse une armée, mais en même temps ils vous proposent les services de leur armée. Je rappelle que la France a proposé les services de Sangaris, mais on n'a pas besoin des services de Sangaris. C'est-à-dire que la République centrafricaine a besoin de reformer, de reconstituer son armée, d'équiper son armée, de sécuriser l'armée. Grâce à la MINUSCA et déjà à, comment je vais dire, les contingents qui ont été formés, ils ont pu reprendre certaines villes. C'est comme ça que l'État a pu se déployer. Les préfectures ont pu en quelque sorte comment s'installer et pouvoir travailler. Donc il faut questionner, comment je vais dire, cette histoire. Moi je crois que ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut rapidement voir dans quelle mesure convoquer au sein de ce qu'on appelle on peut appeler ça le conseil de chefs d'État de l'Union africaine, dans un conseil restreint, et de poser la question. C'est pour ça que j'avais dit que la solution de la République centrafricaine, au-delà d'être militaire, pour moi, Bachir, elle est d'abord diplomatique. Elle est d'abord diplomatique. C'est-à-dire que la conférence des chefs d'État, qui est l'instance suprême au niveau de l'Union africaine, doit se saisir de la question. Et ça doit devenir, comment je vais dire, que véritablement, c'est-à-dire qu'un affrontement avec le Conseil de sécurité, on ne peut pas l'accepter. En tout cas, il n'est pas exclu, certainement. 2 années de poids, nous avons la Russie et la Chine. Alors, parlant de ces deux, des FACA. Parlant de ces deux, puisque c'est ceux qui ont voté pour, la Chine, par exemple, demande un nouveau soutien à la RCA pour préserver la souveraineté et la sécurité nationale. Et la Chine insiste pour que l'embargo sur les armes soit levé rapidement. Vous voyez, la Chine utilise un mot, la souveraineté. Oui. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que ceux qui s'opposent à la levée de l'embargo ont un problème. C'est qu'il n'est pas question que la République centrafricaine soit une république souveraine. Voilà l'enjeu de l'affaire.
C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour eux parce qu'une levée de l'embargo sur les armes, immédiatement, vous aurez des alliés de la République centrafricaine, des pays alliés de la sous-région, la Chine, la Russie, un certain nombre de partenaires qui vont proposer leurs services à la République centrafricaine en termes de matériel militaire pour équiper les FACA. Oui. Et ceux qui ne veulent pas la levée de l'embargo s'opposent à ça, sachant que les FACA seront reconstitués, seront armés, seront conseillés, seront soutenus, ben, la République centrafricaine devient relativement souveraine. C'est-à-dire que ne serait-ce que sur le plan militaire. Et eux, ils n'ont pas intérêt à ce que la République centrafricaine devienne souveraine sur le plan militaire. Ça veut dire que les rébellions que l'on avait l'habitude de mettre sur pied dans le Sud-Soudan, au nord, comment je vais dire, que de l'Ouganda, dans l'est du pays, auront de plus en plus de mal à se déployer. Et c'est là tout véritablement la question, la question de ce Conseil de sécurité qui a laissé les gens relativement dubitatifs, mais Bachir, et qui nous a permis de répondre à un certain nombre de questions et à certaines interrogations et de lever en quelque sorte les masques. Très bien. Alors, il manque donc une réaction, notamment celle de la Russie, et que je m'en vais vous lire très rapidement, Bertrand Tachinda, puisque nous avons cité 4 des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, la Russie, voici ce qu'elle dit. Je retrouve mon bord, voilà. La Russie insiste pour que les membres du Conseil accordent une attention appropriée aux désirs du gouvernement centrafricain, y compris la levée de l'embargo. La Russie propose de sanctionner les chefs de groupe qui ont choisi la voie de la violence. Ben c'est clair, c'est clair. La Russie, je trouve même qu'elle a été modérée dans ses propos. Parce que c'est la Russie qui va, comment je vais dire, que par son entrée-gens, encourager l'accord de paix de Khartoum. Donc, donner une porte de sortie à ces chefs rebelles. Bachir, ils avaient quand même accepté l'accord de Khartoum, qui était un excellent accord pour eux, et qui pouvait même frustrer. C'est-à-dire, moi, j'insiste, l'accord de Khartoum m'avait frustré, mais il fallait aller à la paix. Qu'est-ce qu'on fait pour aller à la paix? On est obligé de mettre, comment je vais dire, que ces états d'âme de côté. On gère quand même un pays, le président Touadéra était responsable d'un pays. Donc, il arrivait même à comprendre que des groupes, des jeunes enfants centrafricains aient décidé de prendre les armes. Est-ce qu'on peut se retrouver avec des sanctions contre justement ces chefs rebelles ou des hommes politiques qui auraient soutenu la rébellion? Parce que ça, c'est la proposition de la Russie et elle insiste là-dessus. Eh bien, parce que le refus de la levée sur les armes répond à cette question. Ça veut dire que si vous décidez de sanctionner les chefs rebelles, ben, ceux qui refusent la levée sur les armes, de l'embargo sur les armes, ben, ils risquent de trouver en quelque sorte que vous risquez, comment je vais dire, d'aggraver les violences et d'estimer que ce n'est pas la solution. C'est ça véritablement toute la question. Parce que quand vous ne voulez pas lever l'embargo sur les armes, mais vous soutenez de façon tacite en quelque sorte les rébellions, surtout que la rébellion est armée. La rébellion est armée. Mais pourquoi à ces résolutions-là, il n'a pas été voté une motion pour dire qu'il fallait se mettre en commun pour attaquer et comment je vais dire que mettre hors de terre de nuire les groupes rebelles. Cela n'a pas été dit. On est même allé pour dire qu'on condamne les violences des deux côtés. C'est-à-dire un peu comme pour dire effectivement qu'il y avait aussi de violences de la part de l'État qui se défend de façon la plus légale et la plus légitime que ce soit. Donc ça devient un véritable problème le Conseil de sécurité. C'est pour ça que nous parlons de réformer cette histoire. Ça devient un véritable problème. La République centrafricaine ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas expliquer comment le président, à partir d'une élection entre guillemets inclusive, où tout le monde a participé. Il a gagné des élections. Le Conseil constitutionnel a validé la victoire. Le Conseil de sécurité se félicite, prend acte de cette victoire et refuse au président de la République d'avoir une armée équipée. Mais on entre dans une contradiction terrible là-dessus. Moi, je vais plus loin. J'aurais aimé écouter les positions, même, comment je vais dire, que des pays africains. Et c'est ça, véritablement. Je crois que ce sont les dessous de cette affaire. C'est des tentatives, comment je vais dire, que de résolution de cette affaire. C'est de voir comment soutenir les FACA que le président Touadéra, en fait, envoie un pli fermé au président Déby. Je ne lis pas dans les enveloppes, mais je peux être sûr que ça discute de ça. Parce qu'il va bien falloir retrouver une solution à cette histoire. Les pays africains ne peuvent pas être attachés par les résolutions du Conseil de sécurité. Je rappelle que vous avez un certain nombre de résolutions contre Washington. Se torche le derrière, le jette. Vous avez un certain nombre de résolutions qui ont été votées contre Israël. Ils ne regardent pas. Vous avez des résolutions qui condamnent la Russie. Ce n'est pas leur problème. Mais on ne peut pas mettre les pays africains dans cette situation-là. Surtout que cela avait été voté
comme on va dire, lors de la débâcle du président Bozizé, c'est-à-dire que quand la rébellion faisait partie du président Bozizé, mais la République centrafricaine n'a plus rien à voir avec 2013. 2013, il n'y avait plus d'État, il y avait véritablement plus de force, de force royale. Vous aviez même, comment je vais dire, que des groupes claniques qui se livraient à un jeu de massacre. On pouvait comprendre, dans ce contexte-là, pour amener la paix. Mais aujourd'hui, il y a un État. Oui. Il y a quelqu'un qui a gagné des élections. Il y a, comment je vais dire, la vie qui reprend. Il y a la vie économique qui reprend. Il faut sécuriser ça. Il faut déployer l'État. Comment le président Touadéra fait dans les 5 prochaines années? Et c'est pour ça que je pose la question relativement claire. Est-ce que la MINUSCA devient l'armée régulière de la République centrafricaine? Est-ce que les FACA restent l'armée régulière de la République centrafricaine? Est-ce que le Conseil de sécurité peut reconnaître juridiquement les FACA comme étant l'armée régulière de Centrafrique, mais que ces FACA ne peuvent pas s'armer? C'était quoi le problème? Le problème était d'avoir un gouvernement légitime et légal en République centrafricaine. Aïe. Nous avons un président légitime et légal en République centrafricaine. Mais comment il ne peut pas disposer d'une armée équipée? Mais on ne peut plus comprendre ça. Si l'Afrique ne répond pas à cette question, ça sera un gros problème pour moi. Si l'Afrique ne peut pas répondre à cette question, ça veut dire quoi? Ça veut dire véritablement que les fonctionnaires de l'ONU peuvent décider de paralyser et d'instrumentaliser la violence en Afrique. Il s'agit quand même d'un problème africain. Et on a quand même une grande instance panafricaine, en quelque sorte, l'Union africaine. Or, sur cette question-là, on attend le Conseil de sécurité. Ben, nous voulons aussi la position, comment on va dire, du Conseil des chefs d'État de l'Union africaine. Parce que cette histoire-là ressemble à une grosse hypocrisie. Ça ressemble à une histoire où certaines voix fortes de l'Afrique, notamment le maréchal Al-Sisi, ils ne s'expriment pas. Ben, il faudrait que les responsables diplomatiques de la RCA puissent le rencontrer et qu'il donne sa position véritablement sur cette histoire. À défaut, moi je l'ai déjà dit, ça passe par, comment je vais dire, que des accords bilatéraux de défense avec un certain nombre de pays véritablement secrets, qui permet à ces pays-là de voler au secours de la République centrafricaine. Tout simplement. Alors, aussi simple que ça. Et ce qui n'honore pas forcément la RCA, bien sûr. Oui. Il faut bien se défendre personnellement. Mais il faut bien se défendre personnellement. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes, Bachir, si sur le plan militaire, la République centrafricaine n'a pas une armée régulière. Parce que si aujourd'hui même, vous convoquez une grande réunion de sécurité et de paix avec les chefs de groupes rebelles, Bachir, qui vous donne l'engagement, qui va sécuriser les accords qui seront signés? Ben, il faut bien que, effectivement, à la fin d'une grande réunion de sécurité, il y ait des accords signés et que ces accords soient sécurisés en quelque sorte par l'armée. Oui. Ben, vous n'avez pas d'armée. Vous pouvez faire 150 000 réunions. Et c'est dans cette histoire qu'on va embarquer, en quelque sorte, les responsables politiques de la République centrafricaine. Ils ont recherché la paix. Je vais même plus loin. Au-delà de ça, vous savez qu'il y avait, comment je vais dire, que un programme de démobilisation. L'ONU n'en a pas parlé. Il y avait un programme de réforme de la police. Le Conseil de sécurité n'en a pas parlé. Il y avait un grand problème d'une véritable concertation, même, comment je vais dire, que de relance économique. Le Conseil de sécurité n'en a pas parlé. Vous voyez que c'est... Or, c'est sur toutes ces questions-là qui sont le sécuritaire en République centrafricaine. Il faut former une police. Il faut démobiliser les groupes rebelles. Il faut, comment je vais dire, que reconvertir ces jeunes qui se sont embarqués dans la rébellion. Bon, le Conseil de sécurité n'en parle pas. C'était des pays qui avaient poussé le président Touadéra à engager ces démarches. Et il va engager ces démarches. On sait ce qu'il fait. Les rapports ont été rendus publics. Il a fallu le financer. Il n'y a que la Russie, la Chine, quelques pays alliés, les maigres ressources de l'État centrafricain qui ont essayé, comment je vais dire, tant bien que mal. Mais les grands pays ne se sont pas prononcés. Je rappelle qu'au-delà du 5, vous avez, comment je vais dire, que le Conseil de sécurité restreint, ce que j'appelle le comité exécutif de l'ONU. Mais vous avez quand même un Conseil de sécurité élargi. L'Allemagne, pourquoi l'Allemagne ne parle pas? L'Allemagne était engagée dans ces réformes-là. L'Italie, ces pays, l'Union européenne, ils étaient engagés. Mais Bachir, il n'en parle plus. Donc, on en est seulement à bloquer, en quelque sorte, les FACA. Personne, effectivement, dans les accords de paix, ne nous explique ce que risquent les groupes rebelles, comment on fait avec les groupes rebelles. La MINUSCA, véritablement, aujourd'hui, est véritablement engagée. D'ailleurs, le chef de la MINUSCA a demandé 3 000 hommes supplémentaires. Oui. C'est-à-dire que, véritablement, au vu du sécuritaire en République centrafricaine, il faut des hommes en plus. Il faut des hommes en plus. Des pays africains doivent donner des hommes en plus. On ne va pas compter sur les Pakistanais. Or,
Au Mali, il faut des hommes en plus au Mali. En RDC, ben, il faut véritablement des troupes africaines pour soutenir l'armée de RDC. Parce que Bachir, moi je vous l'ai toujours expliqué, quand vous prenez un Pakistanais, vous prenez un Malaisien, effectivement, vous leur donnez 1000 $ le mois, ils gagnent 3 $ dans leur pays, ils ne meurent pas pour vous. Ils ne meurent pas pour vous. Et ces missions onusiennes, on l'a déjà démontré, que c'est une vaste farce. C'est comment je vais dire une forme de blanchiment d'argent. C'est un gros détournement. Comment est-ce qu'on peut voter des budgets de l'ordre de 1 milliard de dollars par an et on n'arrive pas à anéantir des groupes rebelles? Pourquoi ces budgets-là ne sont pas affectés aux armées régulières des pays? Pourquoi ce n'est pas affecté aux armées régulières des pays? C'est-à-dire que si une partie du budget de la MINUSCA, je vais même plus loin, ce Conseil de sécurité, pourquoi il l'a pas, n'apporte pas un soutien financier, comment je vais dire que à la MINUSCA, et décide d'envoyer davantage de troupes à la MINUSCA et des hommes. Donc vous voyez que le statut même des FACA reste flou pour le Conseil de sécurité. On y revient. C'est-à-dire que j'ai même peur, Bachir, que certains pays du Conseil de sécurité placent les FACA au même titre que véritablement les groupes rebelles, notamment un pays comme la France. Merci en tout cas Bertrand Tachinda, voilà qui nous donne beaucoup d'éléments de compréhension quant à ce qui se passe avec notre cher pays, la République centrafricaine, et pourquoi pas, on a essayé de comprendre mieux ce qui s'est passé aussi au Conseil de sécurité. Nous restons donc, nous allons vers nos téléspectateurs au téléphone en ce moment. Allô, bonjour, un premier appelant. C'est Delphin qui nous appelle depuis Gitega au Burundi. Une fois de plus sur le plateau d'Afrique Média. J'ai un peu de chance, les réseaux passent de mon côté ce matin, donc je ne tarde pas à saluer mon cher frère Tatsinda, ainsi que l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent encore ce matin. Je vais essayer d'être bref. Donc, j'aimerais rassurer mon cher frère Tatsinda, parce que ce qui va se passer en RCA rappelle à bien des égards ce qui s'est passé en Syrie. Ce week-end encore, j'étais au téléphone avec l'ambassadeur de la CEAC à Bangui. Mon cher frère Bachir l'a déjà vu lorsqu'il était en séjour du côté de Bangui. Donc, cet ambassadeur, qui se trouve aussi être mon père, m'a informé que la Russie, les FACA, le Rwanda, le Burundi notamment, j'ai envie de dire tous les États qui ne subissent pas la loi du franc CFA, ont décidé de façon résolue de nettoyer le pays, quoi qu'il en coûte. Exactement le même scénario qui a été effectué en Syrie. Cela contribuera à rétablir, j'allais dire, à garantir le rapport de force qui est dans notre dynamique, nous panafricanistes, en ce moment, pour d'amples négociations du côté de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Au-delà, il nous faudra bien sûr faire preuve, comment dirais-je, de froideur dans nos analyses, surtout vis-à-vis des ambassadeurs comme celui de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Récemment, quand il prenait la parole lors de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la RCA, nous avons tous pu admirer à quel point cet homme et ses homologues peuvent être cyniques et hypocrites. Donc, il n'y a rien à attendre de sérieux de la part de ces gens-là. Et hier soir, j'ai été ravi d'entendre mon grand frère Jules Ndiawe aller dans le sens, j'allais dire, des propositions qui lui sont faites, qui sont faites à la RCA par leur frère du Burundi. Nous avons une méthode simple du côté du Gitega. Toutes les personnes qui ressemblent à Bozizé ou encore à celui qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire en ce moment, nous leur donnons toujours le choix entre trois choses. La première, on leur laisse du temps pour qu'ils fassent preuve de patriotisme, n'est-ce pas? S'ils refusent, nous passons à la deuxième phase. La deuxième phase consiste à leur retirer notre citoyenneté pour qu'ils aillent rejoindre allègrement leurs amis, soi-disant démocrates, du côté de l'Europe, du Canada ou des États-Unis. Et s'ils veulent faire preuve, j'allais dire, de malice et de violence, c'est très simple. Nous les accompagnons au cimetière. Donc, c'est à vous dire grosso modo ce que nous allons faire en RCA. Donc, d'ici là, il nous faudra ici à Afrique Média rester constant dans nos efforts,
afin d'accompagner une fois de plus, comme l'a dit mon cher frère Tatsinda, les pays de la sous-région. Nous devons accompagner nos frères et sœurs de Centrafrique en maintenant en place l'alliance géostratégique internationale qui, jusqu'à l'heure actuelle, est la plus efficace, à savoir avec l'axe Beijing-Moscou. Et ainsi, nous allons remettre la Centrafrique à la place qui lui revient de droit dans la CEAC et vivement que la CEMAC se fonde dans la CEAC. Parce qu'avec nous, mes chers amis, je peux vous garantir que cette histoire de franc CFA ne va pas durer un mois. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser le micro, je vous le restitue. Bon début de semaine à tous et à toutes. Afrique Média, le monde c'est nous, le combat continue. Merci à vous, très cher Delphin, pour cet appel depuis Gitega au Burundi. Jamal nous appelle de la Malaisie. Bonjour Jamal. Bonjour à vous et bonjour aux autres. Vous savez, un grand salut à monsieur, notre chef du Burundi qui vient d'appeler là. Donc, ça me rappelle lorsque j'étais au Ghana, je crois en 2012, où je crois un général de police avait eu les mêmes cas où il ne sait pas ce qui s'était passé au Ghana et il y avait certains qui étaient vraiment des anti-patriotes et nationalistes au Ghana. Le général de police les a dit que si vous vous sentez mal à l'aise au Ghana, vous qui supportez les Occidentaux, prenez vos passeports et allez rester là-bas une fois. Ça, parce que la phrase que notre chef du Burundi qui vient d'appeler là vient de parler, c'est très important en Afrique noire. Parce qu'il faut déjà qu'on commence par sensibiliser nos frères noirs qui ont vendu les armes aux Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils posent des actes inacceptables. C'est-à-dire avec tous les diplômes que tu as, tu te permets de venir te montrer aux gens que tu vas venir vendre, donc piller tous les ressources de tes frères noirs. Donc tu les laisses souffrir au profit des Occidentaux. Il faut commencer à les demander de quitter le territoire s'ils ne veulent pas perdre leur vie. Regarde ce que notre cher frère Ouattara nous a démontré. Et ce qui a failli se passer au Cameroun avec le MRC. Et avec certaines radios et certaines télévisions qui continuent à jouer le sale boulot. Merci à la CAC et merci à ceux qui ne sont pas en train d'utiliser le franc CFA. Et merci à nos frères de l'Afrique centrale, le Congo, le Cameroun, qui vraiment sécurisent leurs frontières avant qu'on mette un terme définitif à ça. Vous vous rappelez lors de la colonisation au Cameroun, et ce qui s'est passé, c'était toujours les Soudanais, les Tchadiens, qui venaient loin pour venir tuer des Camerounais, qui venaient vraiment faire le sale boulot, les Occidentaux, et la France en particulier. C'est pour ça que, et déjà la MINUSCA, c'est fini avec ces affaires qu'on nous mélange avec ces Asiatiques qui viennent, et ces Européens, qui viennent seulement pointer leur argent. Mon cher frère Bachir, quand vous arrivez au Cambodge, les Cambodgiens aiment les Camerounais. Pourquoi? Parce que les Camerounais étaient passés là-bas comme MINUSCA. Ils sont contents. Ils disent que oui, parce que vraiment le noir est vraiment fidélisé. Parce qu'ils vous disent que la MINUSCA, les Camerounais sont allés faire là-bas, la paix, vous n'avez jamais entendu la qualité. Mais si on fait les blancs, on les mélange dedans les affaires des paix là, ils commettent des dégâts, des crimes et on ne les juge pas. Donc ça va s'étendre même jusqu'à RDC. Il faut déjà que nos frères noirs qui continuent à piller les territoires au profit de ces Occidentaux doivent arrêter. Il faut rien que la MINUSCA, ça soit rien que des noirs. C'est prêt à faire la guerre pour libérer nos territoires. Et les Occidentaux et les Asiatiques qui veulent venir gagner les marchés, c'est des gagnants-gagnants et qui veulent gagner, on va les accepter et ils doivent respecter le cahier des charges et ce sera ça. Donc il faut qu'il y ait une montée des patriotes et des nationalismes pour pouvoir sécuriser nos pays. Et l'alliance, c'est à vie avec la Russie et la Chine. Quiconque attaque la Russie et la Chine, nous entrons dans la guerre. Afin que ces Occidentaux européens, avec cette Amérique, qui nous refusent de réfléchir, alors que c'est nous qui les nourrissons, et on va les aligner. Kalabougad.
Merci à vous, Jamal, pour l'appel depuis la Malaisie. Et nous restons au téléphone. Après la Malaisie, on va en Écosse. C'est bien sûr Peter qui nous appelle. Bonjour, Peter. Votre brillant invité, M. Katsinda. Je vais aller dans le sens de ce que M. Katsinda a dit concernant la thématique de ce matin, qui est un peu comme celui d'hier. Bon, j'ai un gros problème que j'aimerais avoir une réponse. C'est l'Union africaine. Quand je regarde l'Union européenne, en Europe où je suis, je vois qu'ils sont très soudés. Et puis, ils ont l'appui des États-Unis en cas de pépin avec un ennemi outre-européen. Mais chez nous, en Afrique, on a comme l'impression que l'Union africaine, c'est une association d'Africains que les Européens ont réunis et ils portent une étiquette africaine, mais qui sont à la solde des Européens. Comment comprendre qu'un tel conflit en République centrafricaine, où des mercenaires étrangers africains sont impliqués et que personne n'en parle? Parce que pour moi, il devait y avoir une réunion de comité ad hoc, comme on dit, à l'Union africaine pour tabler sur le cas de la Centrafrique et puis indexer les pays dont les mercenaires sont origine pour que ces pays prennent leurs responsabilités, soit ils se démarquent de ces rebelles issus de leur pays, soit ils contribuent en tant qu'Africains pour combattre ces renégats qui nuisent à l'image de leur pays. Normalement, c'est comme ça qu'on devait faire en Afrique, parce que c'est une affaire africaine. Mais il y a un silence radio. On a comme l'impression que certains pays membres de l'Union africaine sont sous la solde de l'Union européenne et ne peuvent pas réagir parce que peut-être qu'il y a du chantage financier, ou peut-être qu'il y a des menaces, etc. Et on regarde, on assiste, un peu comme on a assisté à la Côte d'Ivoire, où une constitution a été bafouée, et puis personne n'a parlé, mais par contre, quand le Mali s'est levé, on a musclé les bras pour venir menacer le Mali. Donc, pour moi, il faut cette refonte totale de cette Union africaine, et je pense que la CEAC serait peut-être le levier de cette réforme, parce que si ce bloc est formé véritablement, je crois que ça va donner bonne conscience aux autres communautés de l'Afrique à se réveiller et à prendre aussi leurs responsabilités. Donc, cette affaire avec les rebelles pro-français, je vais dire comme ça, il faut simplement qu'il y ait cette unité. Même la RDC, qui est même en difficulté, peut contribuer. L'Angola, c'est déjà bon. Il faut voir aussi avec le Gabon, avec le Tchad, et puis, je n'ai pas cité encore notre pays, le Rwanda, Burundi. Si on mène une offensive générale en moins d'une semaine, on peut appeler ça opération cargo, etc. Ben, je vous assure que les rebelles vont montrer du doigt qui les a envoyés. Et on va même trouver, comme j'ai dit hier, un officier étranger non africain qui leur donne toutes ces, toute cette logistique. Voilà où je veux m'arrêter. Et je pense que bientôt, hier j'ai dit encore, hein, des masques vont tomber et on va finir par nettoyer la Centrafrique de ces petits déchets qui l'empêchent de pouvoir briller. Je dis merci beaucoup et puis à très bientôt. Bye. Voilà, merci à vous, très cher Peter. Eh bien, comme on a pris l'habitude depuis quelques jours, on va faire passer un mini-doc sur la République centrafricaine, justement cette crise qui perdure, mais qui finira bien par s'effacer complètement de la scène. Eh bien, on prend ce mini-doc, Bertrand Tachinda, et on revient juste après pour parler de l'offensive de l'armée. Personnel, nous savons dans quelle situation il est. On donne juste notre avis d'analyste. De bien. dire que ces crapules-là, nous avons des questions intéressantes à poser à ces gens. Ça nous permettra de comprendre aussi pourquoi véritablement depuis 30-40 ans ce pays est déstabilisé. Alors, il y a deux choses qu'il faille préciser à ce moment-là. Mohamed Saïd, c'est le premier parmi les ex-Selika à avoir été transféré à la Cour pénale internationale. Selon les informations que nous avons, puisque jusqu'ici, ceux qui avaient été transférés étaient des ex-anti-Balaka. Alors, la deuxième des choses qui suscite beaucoup de débats aujourd'hui en RCA, même si
le porte-parole du gouvernement, le ministre Kazagi, s'est exprimé devant la presse pour justifier cela. Je voudrais pourquoi pas avoir votre avis sur la réquisition des véhicules administratifs pour le déploiement des troupes, puisque la RCA est en déficit et il ne s'en cache pas, pourquoi pas. Alors que pensez-vous de cette... C'est une bonne initiative. Oui. C'est un pays où tout le monde doit se sacrifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en RCA, j'ai pratiquement envie de dire que, chers frères centrafricains, travaillez pour rien pour votre pays. Je vais même plus loin. Les fonctionnaires centrafricains doivent à la limite accepter de travailler sans salaire. Le pays est là, plus bas que terre. Il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire. Je vais même plus loin, Bachir. C'est-à-dire qu'après le travail légal, je ne sais pas jusqu'à combien d'heures les fonctionnaires travaillent par jour, ils doivent travailler à reconstruire le pays. C'est-à-dire que s'il y a un fonctionnaire qui est maçon, qui a des connaissances en maçonnerie, pourquoi le week-end il n'aiderait pas à construire une école? La Centrafrique en est là. C'est-à-dire qu'un véritable sacrifice. Et je peux vous dire que toute l'aide qu'ils vont recevoir, des partenaires vont d'abord regarder comment le peuple centrafricain se sacrifie en quelque sorte pour reconstruire son pays. Et c'est là où ils auront l'admiration et des gens feront confiance au pays. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous sommes impitoyables quand nous montons sur ces plateaux pour ceux qui vont encore un jour rêver tenir une arme pour mettre le désordre dans ce pays. Parce qu'il suffit que des enfants de Centrafrique, et ça a commencé, je vous ai dit, par les FACA. Regardez avec quel dynamisme, avec quel engagement, pratiquement sans rien, ces garçons s'engagent. Donc, si les Centrafricains, les fonctionnaires centrafricains, les militaires, policiers, gendarmes, les responsables des structures sanitaires s'engagent en Centrafrique, eh bien, tous les partenaires vont accompagner ça pratiquement les yeux fermés. Donc, Bachir, c'est une très bonne mesure. Les gens n'ont pas à faire la fine bouche là-dessus. Il n'y a pratiquement rien. Et même le partenaire russe ne pourra pas tout donner. Il y apporte déjà beaucoup. Sérieusement, la Chine, les pays de la CEAC. Il faut préciser que certains ont accusé l'État de prendre les véhicules des particuliers, les véhicules de privés. Et le ministre Kazagi d'expliquer qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation de cette décision au moment où... non, Bachir, nous n'allons pas nous transformer, comment je vais dire, en commentateurs de commentaires, de manipulateurs de réseaux sociaux. Le président de l'Assemblée nationale, comment je vais dire, de Centrafrique vous l'a dit. Dans une situation comme celle-là, un petit voyou peut chuter depuis l'Ouganda et vous empoisonner l'existence. Donc, le gouvernement centrafricain ne va pas passer 5 ans à démentir ce qui s'y passe sur Facebook. Nous, au Cameroun, je peux vous assurer que les commentaires sur Facebook, le Cameroun en est peut-être champion du monde en commentaires et en manipulation et en fake news. Non, je crois que le pays doit travailler et les Centrafricains doivent savoir véritablement que la reconstruction passe d'abord par un changement d'état d'esprit. Nous allons le répéter à longueur de la vie. Plus jamais un enfant de ce pays ne doit rêver, vouloir gérer le destin de ce noble et grand pays et riche pays en passant par les armes et de façon illégale. Nous devons apporter un soutien à la légalité, à la légitimité, au gouvernement centrafricain. Il y aura des erreurs, il y aura des ratés, il y aura même des échecs, mais comment je vais dire, c'est aussi avec les échecs qu'on se reconstruit. Très bien. Merci à vous, Bertrand Tachinda. C'est aussi avec les échecs qu'on se reconstruit. On ne va pas commenter les commentaires ou se justifier à tout moment. Ce sont les grandes leçons que l'on retient aujourd'hui, puisque notre émission avait aussi un rapport avec ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. L'État est souverain, la République centrafricaine est en bonne voie. Tous nos encouragements aux forces armées centrafricaines qui de plus en plus sont en train de reconquérir des territoires qui permettront, pourquoi pas, dans quelques jours, à tous ces Centrafricains de vivre dans la paix et la joie. Merci à vous, Bertrand Tachinda. Au sortir de l'audience et face à la presse, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine a démenti tous les propos qui font croire que le Tchad serait pour quelque chose dans la tentative de déstabilisation de son pays. La Centrafrique, ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.